truc. Donc, optique 2, enfin chapitre 2 plus exactement. Je crois que c'est comme ça que j'avais écrit ça. Je sais ce qu'on fait en plus. Alors, est-ce que je fais un truc très pompeux ou est-ce que je fais un truc de base? Il n'y a que 2 chapitres, donc c'est le dernier. Et là, on commence à faire des trucs un peu plus intéressants. Donc, alors là, c'est ultra pompeux. Instrument d'optique. Voilà. Il manque de craie blanche, moi. Ok, je vais faire quelque chose. Instrument d'optique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je bois, ok. Maintenant, vous êtes en âge de prévoir le cours. Bravo. Il y a des fois, je ferai des petits pièges, hein. Vous insistez pas, mais voilà. Je fais la définition. Alors, je vais faire une définition un peu pourrave d'un instrument d'optique, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose finalement. Donc, un instrument d'optique, c'est quelque chose qui va en fait transformer un... qui va en fait grosso modo modifier la trajectoire de la lumière pour éventuellement pouvoir faire une observation à l'arrivée. D'accord? C'est ça qu'on appelle un instrument d'optique. D'accord? C'est un truc assez générique. Alors, le caractère observation est important, mais en fait, en vrai, on pourrait même enlever cette partie-là et on pourrait tout à fait considérer qu'une vitre, par exemple, c'est un instrument d'optique, même si techniquement, on ne fait pas d'observation folle avec, mais voilà. Donc en gros, hein, donc c'est pas une vraie définition, c'est juste histoire de dire donc, oui, de quoi on parle. Donc un instrument d'optique est un dispositif qui va dévier via des interfaces pour le coup. Alors je vais même voilà, faire une petite ode à votre camarade qui a rappelé que c'était qu'un dioptre. Là des dioptres donc va dévier via des dioptres la lumière pour pouvoir faire des observations. Voilà. Bon, définition un peu pourrave, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est la suite, et en fait, je devrais quasiment... Ah bah voilà, ça commence. Je devrais quasiment faire sauter cette définition, tout simplement parce qu'en fait, l'instrument d'optique va être surtout essentiellement défini par ce qu'on va définir après. Voilà. Alors, dans toute la suite, un instrument d'optique... Alors déjà, je vais vous donner des exemples. D'accord. Je vous écoute. Des exemples d'instruments d'optique. Ouais. Un télescope, effectivement. Tout à fait. Un microscope, effectivement. Oui, je l'ai entendu. Ah, pardon. Pour faire des observations. Des observations avec un S, ça serait mieux vu que... Pour pouvoir faire des observations, c'est vraiment très basique. Les lentilles, effectivement. Les lentilles au sens le plus général du terme, donc lentes divergentes, lentilles de contact, etc. Ouais. Des lunettes, effectivement, tout à fait. Alors les lunettes, il faut un peu se méfier, c'est 2 instruments d'optique distincts a priori, puisque vous avez 2 yeux. D'accord. Voilà. Mais bon, en principe. Ouais. Un miroir, effectivement, c'est un instrument d'optique, tout à fait. À ce stade-là, une vitre peut être un instrument d'optique aussi. Hein. Vous essayez d'observer le dehors via 2 dioptres. Voilà. Vous n'en avez pas une autre quand même? La seule que vous ayez étudiée, hein. Ouais. Une loupe, c'est une lentille. Ouais. La lunette astronomique, voilà celle que j'attendais quand même. Dites aussi lunettes de Galilée. D'accord. Alors, c'est pas Galilée qui a inventé les lunettes astronomiques en tant que telles. C'est pareil, c'est un truc qui est, en fait, c'était un truc qui a été inventé dans la civilisation arabo-musulmane. Surtout enfin, c'est utilisé comme longue vue en fait. Surtout le fait de l'utiliser pour faire des observations astronomiques. Assez curieusement, on n'a pas de traces. Donc la civilisation arabo-musulmane a littéralement inventé la lunette astronomique et on a eu strictement rien à foutre de regarder les étoiles avec. On n'a pas de traces de ça. Alors, pour faire une parenthèse quand même,
Galilée a bénéficié d'un savoir-faire considérable en Italie du Nord, de polissage des lentilles, etc. etc. D'accord. Donc c'était là pour le coup, il y a aussi l'histoire qu'on pouvait faire des trucs absolument incroyables avec de la luminosité relativement faible, ce qui effectivement pose pas de problème quand vous utilisez ça comme une longue vue par ailleurs. Donc il est possible qu'il y ait une rencontre technologique machin, mais il y a un truc, voilà, il y a un truc quoi. Voilà, c'est bon. Donc, ça y est. Alors nous étudierons cette année tout sauf ça. D'accord. Puisque un télescope, comme vous le savez peut-être, n'implique pas de lentille, enfin, implique en tout cas comme objectif un miroir sphérique, voire parabolique, et vous n'avez pas les miroirs non plans au programme, donc on n'utilisera pas les télescopes cette année. Enfin, cette année, même l'année prochaine de toute façon, puisque vous ne faites pas d'optique géométrique l'année prochaine. Voilà, d'accord. Alors, donc de manière générale, ce qu'on constate, et c'est là où on va commencer à rentrer dans toute une séquence de définition un peu pénible, ce qu'on constate, c'est la chose suivante. En fait, en gros, si vous prenez le cas d'une lunette astronomique, par exemple, on va prendre ce cas-là, vous observez un objet, d'accord, en général un objet lointain, mais c'est pas obligatoire, en particulier pour celles parmi vous qui portent des lunettes, par exemple, c'est forcément un objet très lointain. Donc on observe un objet lointain, une étoile, une planète, la Lune, etc., etc., d'accord, et on cherche à en faire un truc qu'on observe avec les yeux, d'accord. Donc en gros, vous avez des rayons qui arrivent sur votre objet, d'accord, d'un côté, sur votre dispositif, sur votre instrument d'optique, d'accord. Et il y a des rayons lumineux qui ressortent de l'autre côté. Et c'est cela que vous allez capter avec votre œil. Vous avez donc deux choix. Soit vous captez directement les rayons via votre œil. C'est ce qui va se passer avec à peu près tout ça. Soit vous faites des observations sur un écran, c'est-à-dire que vous projetez la lumière sur un objet diffuseur. Non, le microscope, on regarde à travers. Oui, enfin, voilà, après on peut récupérer une caméra, on peut faire des choses, voilà. Alors, donc dans le principe, vous avez une orientation de l'objet astronomique. Vous avez un côté qui est vers l'objet que vous observez, et un autre côté qui est vers l'œil. D'accord. Donc en fait, on va distinguer ça. Donc ça, je vais refaire la définition un tout petit peu après. D'ailleurs, je pourrais peut-être le faire maintenant. Tiens, ça serait pas absurde vu que j'en parle. Ok. Ouais. Est-ce que je le fais d'ailleurs? C'est bizarre ça. Comme je les ai pas faites, comme je les ai pas. Oh, bah, tiens, je vais faire ça maintenant. Tiens, voilà. Ok, super. Donc, on représente, donc je vais le faire comme ça, voilà. On représente un instrument de la façon suivante. Non, c'est trop précis, je ne vais pas faire ça. Voilà. De la façon suivante. Donc en gros, je vais l'appeler S, d'accord, comme système optique, d'accord, voilà. Et je mets deux espèces de grosses parenthèses là, qui sont en fait tout simplement, alors ce qui symbolise en fait des interfaces, d'accord. Ou si on veut aller un peu plus loin, des dioptres, d'accord. Donc vous avez le dioptre d'entrée et le dioptre de sortie, d'accord. Donc ici vous avez le dioptre d'entrée, et ici vous avez le dioptre de sortie. D'accord. Voilà. Et donc grosso modo, hein, vous avez un rayon. Je vais le faire en rouge, tiens. Voilà. Vous avez un rayon qui arrive comme ça sur votre dioptre d'entrée, d'accord. Et puis il ressort, on ne sait pas trop, comme ça. Voilà. On est d'accord là-dessus? C'est bon. Voilà. Donc en gros, le fait que ça ce soit l'entrée et ce soit la sortie tient essentiellement et uniquement au sens de propagation de la lumière. D'accord. Si vous voulez faire dans l'autre sens, vous inversez les deux. Alors on est parti pour une grande série de définitions qui sont extrêmement importantes, d'accord, parce qu'on va les utiliser tout le temps, et il faut que ce soit très clair dans votre tête. Alors, ce rayon-là, il y a un rayon qui arrive sur le système optique, portant ça s'appelle le rayon incident. Donc ça, en fait, on retrouve le même vocabulaire que pour les dioptres de manière générale. Donc, on appelle rayon incident tout rayon tombant sur le dioptre d'entrée. Voilà. Alors, on a exactement la même en sortie. À votre avis, c'est quoi l'adjectif? Ça sera un rayon quoi, celui qui sort? Si c'était sortant, je dirais pas ça. Ouais. Émergent, effectivement. Donc, on appelle rayon émergent
tout rayon sortant de l'instrument d'optique, sortant de S. D'accord. Donc dans mon schéma ici, hein, ce rayon-là est un rayon plus exactement incident, et ce rayon-là est un rayon émergent. Jusque-là, a priori, rien de mortel comme définition. C'est juste du vocabulaire. D'accord. Alors, là, on va commencer à parler de quelque chose d'extrêmement important. Imaginons maintenant que je prenne plein de rayons incidents. Et que ces rayons soient concourants comme ça. D'accord. Donc vous avez un point ici, tranquillement. Okay. Donc ce truc-là va porter un nom, en fait. Si vous avez donc l'intersection de rayons incidents, ce truc-là va s'appeler un point objet. Je n'écris pas encore la définition, même si ça va être ça. D'accord. Parce qu'en fait, cette définition n'est pas tout à fait exacte, parce qu'on peut avoir aussi quelque chose qui ressemblerait à ça. D'accord. Donc, vous voyez que ici, le point est à l'intersection des rayons. Mais ici, est-ce que le point est à l'intersection des rayons? Non, il est juste à l'intersection des porteuses. D'accord. C'est-à-dire qu'a priori, ces rayons, quand ils vont tomber sur le dioptre, vont en fait voir leur course dévier, et donc seront peut-être même pas concurrents derrière, d'accord. Mais en tout cas, la probabilité qu'ils continuent à concourir en ce point-là est faible, sauf si effectivement vous avez pas de dioptre, ça va tout droit, d'accord. Mais comme a priori vos rayons vont être déviés quand ils vont tomber sur l'interface, vous pouvez avoir quelque chose de différent. Donc en fait, ça c'est extrêmement important à comprendre. Donc grosso modo, en fait, à votre avis, quel va être... Donc ça va être ces deux-là vont s'appeler des points objets, mais je vais changer un peu la définition que j'ai donnée par oral tout à l'heure. Donc un point objet, ça va être l'intersection de quoi? Des porteuses. Alors, si c'est un point objet, c'est pas émergent, sinon c'est ce qu'on appelle un point image. Donc ça va être des porteuses incidentes, d'accord. Donc c'est pareil, je ne vais pas dire les porteuses des rayons incidents, je vais dire directement les porteuses incidentes, en supposant que vous avez assez d'intelligence pour comprendre ce que ça veut dire, d'accord. Voilà. En gros, on met les mêmes adjectifs sur les porteuses et sur les rayons. Oui. C'est ça, voilà. Alors ce sera toujours le point de concurrence des porteuses, parce que là aussi c'est le point de concurrence des porteuses, techniquement. Puisque les porteuses sont confondues avec les rayons là où il y a des rayons. Ah non, c'est... Des problèmes de couleur. Non, non, c'est ça. Okay. Donc on y va avec cette définition-là. On appelle point objet pour S le point de concurrence, enfin un point de concurrence des porteuses incidentes. Et de la même façon, on va appeler point image, à votre avis, quoi? Effectivement, le point de concurrence de porteuse émergente. Donc, je vais faire des dessins similaires, vu que je les ai fait avant, je vais faire la même chose ici. Donc en gros, si vous voulez mettre une petite légende sur ce truc-là, vous pouvez écrire sur le graphique que ça, en fait, c'est la description de points objets, d'accord, de deux natures différentes, mais tous les deux, c'est des points objets. Si je fais un dessin pour les points images, c'est littéralement la même chose, donc je reprends mon dioptre comme ça. Donc je peux faire bien entendu la version la plus basique, c'est-à-dire un truc qui se passe comme ça. Voilà. D'accord. Mais je peux aussi faire la version où en fait voilà, vous avez un point ici, donc ça c'est ce qu'on va appeler des points images. Alors, assez curieusement, cette situation-là, c'est une situation que vous connaissez très très bien. Ça, c'est ce qui se passe dans un miroir. Quand vous regardez un objet dans un miroir, vous-même par exemple, en fait, vous savez que cet objet n'est pas derrière le miroir. Mais par contre, vous avez l'impression qu'il y a un point objet qui envoie de la lumière dans toutes les directions depuis derrière le miroir. D'accord ?
Ça, c'est un vrai truc, je veux dire. Ça, c'est ce qui se passe, alors vous l'avez peut-être déjà fait, si vous utilisez une loupe par exemple, et que vous essayez de concentrer la lumière en un point. Quand vous avez déjà essayé de faire ça, de faire brûler du papier, on ne fait pas ça avec les animaux, c'est pas bien. D'accord. Voilà. Ok. Avec une loupe, c'est exactement ça que vous êtes en train de faire. D'accord. Donc en gros, ça va me permettre de faire la définition qui m'intéresse dans cette histoire. Donc on est parti, on appelle point image. Pour le système S, un point de concurrence de rayons, de porteuses, justement, on arrête de dire les conneries, émergentes. Alors, là où ça devient assez intéressant, vous voyez que dans la définition, il est marqué pour S. D'accord? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, imaginons maintenant que j'enchaîne deux systèmes optiques. D'accord? Donc, si on enchaîne deux systèmes optiques. Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà fait a priori. Hein. Donc, par exemple, j'aurai mon système S1 ici, puis j'aurai mon système S2 ici. Alors ça, par exemple, typiquement, si vous regardez dans un miroir avec des lunettes, c'est ce qui se passe. D'accord? Voyons d'abord sur le miroir, passe par vos lunettes et tombe ensuite sur vos yeux. D'accord? Si on resserre les yeux comme système optique, ça en fait un troisième par ailleurs, etc., etc. Si je prends maintenant, donc si j'ai un point objet, donc celui-là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler A0. Alors, tout le monde est d'accord que A0 est un point objet pour S1. Est-ce que c'est un point objet pour S2? Bah non, puisqu'a priori, en fait, les rayons qui vont tomber sur S2, alors on ne sait pas encore, mais après, on va peut-être se couper ailleurs. Alors, imaginons qu'il se passe ça. Donc celui-là, je vais l'appeler A1. Et puis ensuite, je ne sais pas, moi, je vais faire un truc comme ça. Voilà mon troisième point, A2. D'accord? Voilà, je change un peu de nature. Alors, donc, on va essayer de comprendre un peu les choses. A0, on l'a dit, est un point objet pour S1, on est d'accord? A1. C'est un point image pour S1 et tout un à fait. point objet pour S2. Et c'est un point objet pour S2. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas un phénomène de nature pour le point, c'est juste une question de point de vue. D'accord? Donc en fait, A ici, et l'image est une image pour S1, et par contre, c'est un point objet pour S2. A2, c'est effectivement un point image uniquement pour S2, d'accord? Pour S1, a priori, A2 n'existe pas, d'accord? Puisque les rayons qui construisent A2 ne sont pas émergents de S1, d'accord? Donc on va un peu résumer ça, histoire de comprendre un peu les choses, d'accord? Histoire de comprendre. Donc, ici, A0 est objet pour S1. Laissez un tout petit peu de place ici parce qu'en fait il va manquer un petit peu. D'accord? A1 est objet pour S2 et image pour S1. Et A2 est image pour S2. Est-ce que vous pouvez me trouver un autre système pour lequel A0 est un objet? C'est un peu subtil. On va voir s'il y a des gens qui sont réveillés ce matin. Si on agrandit le système S2, Ah, tu veux le découper en deux? non, on doit plus comme ça. Oui. Si on, après, si on voit les porteuses des rayons incidents partant de A0, et elles vont tous. Ah non, la lumière, elle n'arrive jamais là. D'accord? C'est pas les porteuses qui doivent tomber, c'est la lumière qui doit tomber. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la première définition, c'est vraiment les rayons qui tombent. Les porteuses qui tombent, on s'en fout. Ouais. Est-ce qu'on peut définir un système avec le système? Tout à fait, on peut. C'est ça mon objectif. Donc vas-y. Le système A0, On utilise union en général, mais... A0 est le point objet de l'union du système A. Effectivement, A0, c'est aussi l'objet du système constitué par l'ensemble des deux. D'accord, en fait? Donc ce truc-là, en fait,
on peut l'appeler S1 union S2. On utilise union de façon très impropre, hein, c'est pas du tout ça, mais en tout cas c'est une succession d'objets. Et vous voyez que A0 va être aussi objet pour S1 union S2, parce qu'en fait c'est objet pour le premier sous-système de ce système-là. A2 va être quoi? Et A1. Effectivement, il n'existe pas. Alors en fait, on lui donne un petit nom, on dit que c'est une image intermédiaire. C'est un truc qui est au milieu parce qu'on sait qu'il y a des sous-systèmes, et en fait, si vous mettez tout système dans une boîte noire, et ben en fait, A1, vous n'y avez pas accès. D'accord. Donc A0 est objet pour S1 et pour. Ouais, je vais mettre en dessous. Et pour S1 union S2. A2 est image pour ça et pour S1 union S2. D'accord. Et A1 est ce qu'on appelle une image intermédiaire pour S1 union S2. Alors bien entendu, je l'ai fait avec deux systèmes. Vous voyez tout à fait qu'à partir du moment où on peut enchaîner les systèmes comme ça, eh bien en fait, on peut faire une union avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83 systèmes, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. D'accord? Voilà. Alors, rassurez-vous, en général, on n'en fait pas beaucoup pour une raison très simple, c'est que plus on enchaîne les systèmes, plus on perd de la qualité d'image, et donc après, la théorie, en pratique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais typiquement, une lunette astronomique, c'est l'enchaînement de deux systèmes. D'accord? Savoir ce qu'on appelle l'objectif, la première lentille, et ce qu'on appelle l'oculaire, la lentille qui est du côté de votre œil. Voilà. C'est pas très compliqué. Quasiment tout, en général, c'est deux, hein, le truc standard. Voilà. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc en gros, méfiez-vous, ça c'est quelque chose d'important. La notion d'objet et d'image est une notion relative au système. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, vous voyez bien que dans les dessins que j'ai faits, je reviens sur celui-là, on sent que quand même il y a une différence de nature entre ici et ici. D'accord? Vous voyez que ce point-là, si vous mettez un écran, vous allez voir une tache lumineuse. Si vous mettez un objet diffuseur, vous allez voir une tache lumineuse ici. D'accord? Il y a de l'énergie là. Il y a de la lumière, vous êtes capable de la récupérer. Si vous mettez un écran ici, il va se passer que dalle. Ce point-là, il n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de lumière ici, il n'y a pas de photon. On est d'accord? Il n'y a aucune forme d'énergie ici. Et donc, en gros, en fait, ce point-là, il n'existe que si vous mettez un instrument d'optique supplémentaire derrière qui a l'impression qu'il y a un point ici. C'est ce qui se passe quand vous regardez dans un miroir. D'accord? En vrai, quand vous regardez dans un miroir, encore une fois, vous savez que vous n'êtes pas derrière le miroir, il n'y a pas une copie de vous derrière le miroir, d'accord? Mais votre œil en particulier, ou n'importe quel autre système d'optique, a l'impression qu'on a placé un objet similaire à vous de l'autre côté du miroir. D'accord? Même si cet objet, en toute rigueur, n'existe pas. D'accord? Donc ces deux objets, on va leur donner des noms différents. D'accord? Cet objet-là, on va dire que c'est un objet réel. Et cet objet-là, on va dire que c'est un objet virtuel. D'accord? Alors on peut faire pareil. Enfin, j'ai dit objet alors que c'est des images, mais c'est pas très grave. En fait, ce point-là, on va dire qu'il est réel. Et ce point-là, on va dire qu'il est virtuel. Une fois qu'on a le concept de porteuse, c'est extrêmement facile à définir. Un point, objet ou image, va être réel si c'est l'intersection des rayons. Et au contraire, il va être virtuel si ce n'est que l'intersection des porteuses. J'espère que vous commencez à comprendre l'intérêt de ce concept de porteuse qui quand même va simplifier considérablement la suite. Donc, un point, objet ou image est dit réel si et seulement si il est à l'intersection de rayons. Un point objet ou image est dit virtuel si et seulement si il n'est à l'intersection que des porteuses. La grammaire restrictive ici est extrêmement importante parce qu'un objet réel est bien entendu aussi à l'intersection des porteuses, vu que les porteuses et les rayons sont à peu confondus. D'accord? Mais il n'y a que les porteuses. C'est clair sur cette définition-là? En gros, sur un dessin, si votre point de concurrence c'est avec des pointillés, c'est un point virtuel.
Si votre point de concurrence il est avec des traits pleins, c'est un point réel. D'accord. Faites attention si vous n'avez qu'un seul rayon qui se balade, d'accord, parce que ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait un rayon qui ne soit pas dévié, d'accord, vous avez dû voir ça avec les lentilles, d'accord. Si on en a qu'un, c'est pas une intersection de rayons, d'accord. Il en faut plusieurs. Quoi. Je reviens alors sur mon dessin ici. Ce point-là, il est de quelle nature? Réel, d'accord. Ce point est de quelle nature? Réel. Il est réel pour S1 et réel pour S2 ou ça change? Non, il est réel pour les deux, d'accord. Et celui-là, il est après virtuel, il est virtuel pour tout le monde. Donc le caractère réel ou virtuel d'un point est indépendant du système qu'on regarde. D'accord. Autant objet-image, ça dépend de quel point de vue on se place. D'accord. Est-ce que les rayons partent du système ou est-ce qu'ils arrivent sur le système? Autant le caractère réel ou virtuel ne dépend pas du système. C'est pour ça que dans les définitions, j'ai pas dit il est réel pour S ou virtuel pour S, il est juste réel tout court ou virtuel tout court. D'accord. Voilà. Si oui. je passe dans S1 union S2, A1, il sera quoi? A1 n'existe pas théoriquement. On appelle ça une image intermédiaire. Elle est toujours réelle, par ailleurs. Voilà ce que j'ai écrit ici. A1 est une image intermédiaire pour S1 union S2, mais elle est toujours réelle de toute façon, a priori, puisqu'il y a bien des rayons qui se passent là. C'est-à-dire que si tu es capable de mettre un capteur là-dedans, il verra quelque chose. Chose intéressante, si tu mets un écran en A1, ça casse le processus derrière. Si tu mets un écran en A2, il se passe rien. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez mettre un mur derrière votre miroir sans qu'il y ait de problème majeur, puisque vous pouvez quand même vous voir. Oui. J'ai pas compris pourquoi les rayons émergents de S1 Oui. qui convergent vers un point, mais les rayons émergents de S2 ils divergent. T'arrives, c'est comme ça. Je les ai pris au pif. Hein. C'est juste histoire de changer de truc. D'accord. C'est complètement au pif cette histoire. D'accord. Voilà. Donc, ça aurait pu être le contraire, ça aurait pu. Enfin voilà. Oui. Si A1 avait été derrière deux sous-systèmes, par exemple qu'il y avait un S3 après S2, est-ce qu'on aurait plutôt dit que c'est un point... Alors attends, S3 après S2. Alors A2 serait un objet intermédiaire pour l'ensemble. Ça serait toujours un objet, c'est toujours un point image pour S2 et ce serait un point objet pour S3. Comment on définit que c'est plutôt un point objet intermédiaire ou On dit image intermédiaire quoi qu'il arrive. Voilà. On dit image intermédiaire. Voilà. On ne dit pas objet intermédiaire, même si ça serait pas faux, puisque il semble bien qu'on choisit un peu le terme qu'on veut. Ce qui est important, c'est le côté intermédiaire. Oui. On aurait, par exemple, le point objet ou image au niveau exactement, c'est-à-dire ni avant ni après le job d'entrée. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible parce que les lois de la réfraction t'expliquent que grosso modo rien peut concourir ici a priori. Donc voilà. Donc dans le principe pas de souci. Voilà. Donc de manière très très générale, là, vous avez vite vous en rendre compte, la physique modélise des choses qu'on fait en pratique, et donc effectivement tous les cas limites, si vous allez voir pendant l'année, en particulier moi tout ce qui est intervalle fermé, intervalle ouvert, ce genre de conneries, enfin à un moment donné on s'en fout quoi, d'accord, parce que ça n'a vraiment pas de sens vu qu'on n'a pas de valeur stricte au sens littéral du terme. Voilà. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc dans vos questions de cours, vous avez ce truc-là, donc ça je vais l'écrire quand même en gros. Donc, le caractère réel ou virtuel est indépendant du système considéré. Dans vos questions de cours, vous avez une généralisation, d'accord, a priori, que je vous invite à faire, d'accord, c'est qu'en étude, c'est des questions qui vous amènent à réfléchir, je ne les traiterai pas en tant que telles, avec un système où vous avez S1, S2, S3 jusqu'à Sn, et voilà, qu'est-ce qui est image pour l'un, qu'est-ce qui est objet pour l'autre, etc., d'accord, ça vous fera, vous creuser un peu les méninges, d'accord, voilà. Et vous avez aussi un petit exemple sur le sujet. On est d'accord là-dessus? C'est bon? Voilà. J'en suis où? C'était les définitions, c'est parfait, c'est terminé. Voilà, super. Enfin, il y a encore d'autres définitions, mais il y a un concept extrêmement important qui est le suivant. Petit 2, stigmatisme. Voilà. Stigmatisme. Alors, je vous rassure, on ne bascule pas dans l'iconographie chrétienne, hein, c'est la même étymologie, mais on ne va pas faire la même chose. D'accord. L'idée est la chose suivante. Je vais refaire un petit dessin, d'accord.
Voilà. Donc, soit la situation suivante. Donc, je me prends un magnifique système optique. Voilà, je suis content. Comme d'habitude, je prends un beau point objet. D'accord ? Alors, si vous vous souvenez de votre cours du chapitre précédent, on peut toujours définir un point objet, parce que par définition, n'importe quelle bestiole qui émet de la lumière est décrit comme une superposition de points objets. Donc, au minimum, il y en a toujours un qui se balade. Voilà. Donc, on regarde un objet comme ça. Et là, il y a un truc où je vous ai escroqué dans le paragraphe précédent, parce que ici, vous avez bien des rayons qui arrivent sur S. Ces rayons vont tous être déviés individuellement par S, avec les lois de la réfraction et ou de la réflexion. Petite remarque, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a pas de truc mystique au milieu, machin truc. C'est soit des dioptres en transmission, soit des dioptres en réflexion, c'est-à-dire soit de la réflexion ou de la réfraction. Oui. Alors, il y a des trucs, déjà, effectivement, il y a l'absorption, etc., etc. Pour l'instant, je mets ça sous le tapis, mais effectivement, ça pose d'énormes problèmes. Il y a une des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire des systèmes grossissants énormes, parce qu'en fait, sinon, on a des soucis d'absorption. Mais le premier problème, c'est pas le problème d'absorption. On est capable de faire des verres extrêmement transparents. Vous le savez, pour celles et ceux qui portent des lunettes, d'accord ? Enfin, globalement, ça se passe quand même vachement mieux au XXIe siècle qu'au XVIIIe. Ok ? Mais en fait, le véritable problème, il est le suivant. Il y a des gens très très myopes dans la classe. Voilà. Ouais, pas encore, hein. Je distingue encore tes yeux, quoi. Ça va. Donc moi, quand j'étais petit, je sais pas, c'est quoi ta correction ? Je sais pas du tout, mais j'arrive pas à lire la feuille là. D'accord, ok. D'accord. Quand j'étais petit, les gens qui étaient très très myopes, j'avais un copain, il avait 0,5 à chaque œil. Pas de correction, de détail, d'accord ? Son ophtalmo lui a dit, votre prochaine paire de lunettes, c'est un chien. Sympa. Bonne ambiance, quoi. D'accord, voilà. Et ce qui était impressionnant, et en fait, je pense que c'est plus vrai maintenant avec les technologies modernes, mais en fait, ces lunettes, on appelait ça des culs de bouteille quand on était, parce que c'était vraiment des trucs, c'était monstrueux, quoi. Et en fait, ce qui se passe quand vous regardez à travers ce genre d'objet, vous pouvez penser à un cul de bouteille si jamais vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est qu'en fait, même une bouteille en plastique, si vous regardez le monde à travers ça, vous voyez le monde complètement déformé. Vous êtes d'accord ? Que vous ne voyez pas une image très nette de ce qui se passe. Alors, c'est pas toujours le cas. Si par exemple, vous prenez un verre à pied, par exemple, d'accord ? Si vous regardez le monde à travers, ça se comporte comme une lentille convergente, d'accord ? Si vous l'éloignez un peu, vous allez voir, en faites un petit effort, vous allez voir le monde inversé devant vous, là, pas très loin, d'accord ? Et bon, globalement, vous distinguez les détails, voilà, les lignes droites sont relativement droites, etc., etc. Par contre, dès que vous commencez à avoir de l'épaisseur de verre un peu importante, d'accord ? Vous allez avoir en fait des problèmes parce qu'en fait, à un point de départ, vous n'allez pas forcément avoir un point à l'arrivée. Et ça, en fait, ça a une conséquence sur la vision si vous allez voir flou d'abord. Ok ? Et ensuite, vous pouvez voir déformé, tordu, enfin, il y a plein de problèmes divers et variés. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle je vous ai escroqué depuis le début, parce qu'en fait, chaque rayon est traité individuellement par le système. Donc, si je prends ce rayon-là, par exemple, alors ce que je vais faire, c'est que, je vais un peu, pour que ce soit clair, je vais mettre des petites couleurs. D'accord ? Donc, grosso modo, je vais supposer... Alors, ça n'a rien à voir avec les couleurs réelles, hein, c'est juste pour distinguer les rayons. Hein, le truc, il met pas des arcs-en-ciel comme ça, pouf, c'est mignon. D'accord, juste quand même. D'accord ? En fait, le rayon rouge, il va être traité par le système et puis il va sortir comme ça, par exemple. Puis le rayon violet, il va faire pareil, puis il va sortir comme ça. Jusque-là, tout va bien, parce que deux droites non parallèles sont a priori séquentes. Donc, où est mon point image ? Il est là. Sauf que si jamais mon rayon bleu, il décide de faire ça, il est où mon point image ? À peu près au centre du triangle, quoi, d'accord ? Mais bon, alors théoriquement, vous avez fait assez de géométrie dans votre vie pour savoir qu'un triangle, c'est pas vraiment une catégorie de points. Ça, c'est hyper important. Alors, c'est pas tout à... c'est l'inverse, en fait. Si tu as un capteur qui est gros comme ça, c'est un point. Voilà, d'accord ? Ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Effectivement, si on rétrécit, autrement dit, si je prends le tableau et que je l'emmène au bout de la pièce, vous n'allez pas voir le problème. D'accord ? Donc, en fait, la raison pour laquelle on peut considérer que, en fait, plein de trucs qui ne sont pas des points sont des points, c'est parce qu'on a des capteurs essentiellement imparfaits. Sinon, ce serait un cauchemar sans nom. D'accord ? En fait, c'est plutôt cool, mais c'est comme ça. D'accord ? Et donc, voilà. Donc ici, en fait, ce truc-là, ça porte un nom, ça s'appelle une tâche image. Ou une zone image, un truc comme ça. D'accord ? Et donc, en fait, ça, c'est un problème considérable, parce que, bien entendu, si vous avez un système optique qui se comporte comme ça, vous partez d'un objet qui est a priori essentiellement... vous partez d'un point objet qui est
essentiellement est ponctuel, puisque c'est un point, et vous tombez sur un truc qui est une extension spatiale. Alors, petite remarque, quand vous voyez flou, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'à un point de la réalité, vous associez une tâche dans votre vision. D'accord? Et après, vous superposez toutes les tâches. Et après, vous reconstituez ça avec votre cerveau et vous voyez un truc plus ou moins impressionniste, d'accord, sur le sujet. Okay, voilà. Mais vous, techniquement, vous voyez flou. D'accord? Donc effectivement, les myopes parmi vous savent exactement de quoi je parle. D'accord? Ils voient flou a priori dès leur réveil le matin. Voilà, le monde n'existe pas. D'accord? Voilà. Donc, en général, et c'est aussi pour ça que l'optique est une discipline d'ingénierie, parce que, en fait, si vous prenez un bout de verre au pif, et ben en général, il se passe ça. Voilà. Vous prenez un truc transparent au pif, il va se passer ça. D'accord? Donc, en général, les rayons, en fait, je vais y arriver. En général, les porteuses émergentes d'un système correspondant aux porteuses incidentes issues d'un point ne sont pas concurrentes. Donc ça signifie quelque chose d'important. Ça signifie en fait qu'on ne peut donc pas définir de point image. Puisqu'un point image, c'est un point de concurrence, et si c'est pas concurrent, bah c'est pas concurrent. D'accord? Donc on ne peut pas définir de point image. Alors, si vous voulez avoir le mot associé, même si techniquement ce mot-là n'est pas forcément au programme, mais on peut le deviner avec ce qui est au programme, d'accord? En fait, quand à un point objet, on ne peut pas associer un point image, on parle d'astigmatisme. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui sont astigmates, voilà, c'est ça que vous avez comme problème. Alors, c'est un tout petit peu plus subtil. Donc, en fait, les myopes et les hypermétropes ont du mal à régler ne peuvent pas régler leur cristallin pour que les images se forment au bon endroit, d'accord? Les astigmates, c'est pas ce problème-là qu'ils ont, c'est juste que leur cristallin est suffisamment dégueulasse pour que, grosso modo, bah, ça se passe pas, ça se passe un peu comme ça, d'accord? Voilà, on corrige la gosse, d'accord? Voilà. Donc, c'est beaucoup plus pénible à corriger, par ailleurs, l'astigmatisme, parce que c'est très variable d'un œil à l'autre, que la myopie ou l'hypermétropie. C'est simplement un truc on décale un peu le champ. Voilà. Donc voilà l'astigmatisme. Donc en fait, à contrario, si pour un point A, pour un point objet A et pour un système S, on peut définir un point image, autrement dit si les porteuses émergentes sont bien concurrentes, alors on va dire que le système S est stigmatique pour le couple AA'. D'accord ? Voilà. Donc si au contraire, pour un point objet A, on peut définir une image A' par S, on dit que S est stigmatique pour le couple A'. Voilà. Alors vous pouvez avoir des systèmes qui sont stigmatiques que pour un seul couple de points. Il y en a un que vous connaissez probablement, c'est les paraboles. Les paraboles télé, des choses comme ça, d'accord? Qui est stigmatique pour l'infini et le point où est placé le capteur de l'antenne. D'accord? C'est le foyer de la parabole. Voilà, ça marche bien. Par contre, c'est pas stigmatique pour tous les autres points. Mais quand vous vous en foutez, parce que grosso modo, comme c'est la réaction satellite, bah, les satellites sont à l'infini, vous êtes content. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des antennes paraboliques. Le principe, c'est ça. Donc ça, c'est la première définition. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Voilà. Ok. Alors ensuite, on est parti. Si pour
tout point objet. Alors, pardon. Attendez, faut que je fasse quelque chose, je le fais maintenant. Ouais, je le ferai après. D'accord, j'ai fait l'ordre. Si pour tout point objet A, il existe une image A' par S, d'accord? Autrement dit, si S est stigmatique pour tout point objet, voilà, d'accord? Alors, on dit que S est stigmatique, tout court. Donc en gros, si vous dites qu'un système est stigmatique, sans préciser de couple de points derrière, ça signifie en fait que pour tout point objet, vous allez pouvoir définir une image. C'est l'idée. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, je vous spoil un peu la fin. Alors, le seul système stigmatique, ce qu'on appelle rigoureusement stigmatique, c'est le miroir plat. Point barre. Le seul système rigoureusement stigmatique est le miroir plat. On le démontrera, d'accord? Mais tous les autres systèmes ne sont stigmatiques que de façon approchée, y compris une vitre. Alors là, je vais attendre que vous soyez avec moi. Parce que ce que je vais écrire ici, c'est ce qu'il y a de plus important en optique. D'accord? En fait, c'est un formalisme, d'accord, qui va vous permettre de décrire tout ça et toutes ces phrases-là en une version extrêmement compacte. D'accord? Et je vous demande de bien regarder ça parce que ça transforme des problèmes d'optique compliqués en des problèmes d'optique très simples. D'accord? Donc vraiment, si vous utilisez ça, voilà, j'appelle ça le formalisme de la petite flèche. D'accord? Oui, comme ça a l'air un peu concon. D'accord? Et en général, vous passez dessus parce que ça vous semble évident, mais vous oubliez que l'utiliser, quand vous avez un outil simple à utiliser, d'accord, c'est vachement mieux. Hein, d'accord? Hein, c'est comme le jour où vous avez passé votre vie à monter des meubles Ikea avec l'outil fourni, que vous découvrez qu'il existe des visseuses électriques. Quoi. Et votre vie change tout de suite. D'accord? Voilà. Pour celles et ceux qui ont déjà fait l'expérience de ça, c'est pas juste on a gagné du temps, c'est juste rien à voir. L'univers entier a basculé dans une autre dimension. D'accord? Voilà. On est parti. Donc, je vais l'écrire en orange, je vais l'encadrer, je vais mettre des lumières et tout, et des petites licornes. Donc, on formalise. Il manque un bout, en fait. Hein. Attendez. En fait, excusez-moi. Non, mais il manque un bout, mais parce qu'elle n'est pas dans mes questions de cours. Voilà. Donc, si S est stigmatique pour A', d'accord, je reviens à la définition, on dit que A' est l'image de A par S. D'accord? On peut effectivement dire, s'il y a que ça pour se faire plaisir, et que A est l'objet correspondant à A'. S'il y a vraiment que ça pour faire plaisir. Voilà, je le mets entre parenthèses, mais voilà, dans le principe, d'accord. En termes de vocabulaire, on dit que A, A' sont conjugués par S. Voilà. Par le point conjugué. Moi, j'utiliserai jamais ce vocabulaire-là, je trouve pas ça très clair. Mais bon, voilà. Donc moi, je dirais par contre extrêmement souvent que A', c'est l'image de A par S. D'accord ? Donc, et c'est là où j'y vais, d'accord?
Donc, ceci se formalise par un truc extrêmement simple. Vous mettez votre point objet ici, vous mettez une flèche là, vous mettez votre point image ici, et vous rappelez le système optique au-dessus. D'accord? Alors, c'est hyper intéressant comme truc, parce qu'en fait, ça vous permet de voir le système optique un peu comme une fonction. D'accord? Une fonction qui prendrait comme argument, comme variable, un point objet, et qui vous donnerait comme, en fait, c'est ce qu'on dit en maths, comme image. D'accord? On est d'accord qu'en maths, on parle d'image aussi? D'accord? Voilà. Comme image, le point A'. D'accord? Donc, voilà. Donc, on parle plus d'objet en maths, si je ne me trompe pas, parce que ça a d'autres sens. Par contre, on parle littéralement que 4, c'est l'image de la fonction qui est x aussi x carré, enfin de 2 par la fonction qui est x aussi x carré. L'image. D'accord? Voilà. On est d'accord là-dessus? Ce qui est extrêmement intéressant dans cette histoire-là, c'est que déjà, c'est très compact comme formalisme. Toutes les informations sont écrites ici. Ça vous raconte que c'est stigmatique pour un A', que ça existe, que A' c'est l'image de A pareil, tout est là. D'accord? C'est-à-dire que l'intégralité du tableau précédent se concentre dans ces 4 symboles. D'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant. Et surtout, en fait, ce qui est doublement intéressant, c'est que si vous avez des systèmes qui s'enchaînent, d'accord? Pour un enchaînement de systèmes, vous pouvez écrire par exemple que A0 par le système S1 va donner A1, mais comme A1, image de A0 par S1, est objet de S2, vous pouvez littéralement faire ça. Etc., etc. Vous pouvez les enchaîner comme ça sans aucune forme de problème. C'est ultra smooth, d'accord? Vous voyez que ça s'écrit très facilement. Si je vous mets 15 systèmes enchaînés, en fait, vous avez 15 trucs comme ça à faire, mais dans le principe, vous avez tout, d'accord? Et donc, en gros, vous avez effectivement les objets, leur réciproque, ça c'est l'objet associé à l'image 1, ça c'est l'image associée à 2 par S2, etc., etc. Voilà, tout écrit là. Je t'écoute. Est-ce que ça peut arriver que pour un enchaînement de système A0 soit stigmatique? Alors, c'est le système qui est stigmatique. Un système stigmatique avec A1, mais que ce ne soit pas le cas pour A2? Alors, si tu fais ça, tu ne peux plus écrire ça, et c'est terminé. Alors, petite remarque, je vais te rassurer tout de suite, les systèmes non stigmatiques sont non intéressants. Donc, on ne les utilise pas, on ne les étudie pas. Voilà. Ouais. Comme il y a qu'un seul système. On va devoir un peu dans une élu. Voilà, on va devoir faire 2-3 trucs. En fait, le principe est simple, on va devoir inventer des conditions dans lesquelles on va pouvoir considérer les systèmes comme stigmatiques. Si vous avez entendu parler de ça, ça s'appelle les conditions de Gauss. Jusqu'à quand vous moduler certains trucs pour que ça devienne stigmatique. C'est ça, en fait, il y a des conditions où ça se passe bien. D'accord? Voilà. Mais vous le savez, en fait, si vous avez des lunettes en particulier, vous savez très bien que si vous regardez à travers, c'est stigmatique, parce que sinon ça serait con, vu que vous verrez un truc complètement flou, d'accord? Mais si vous commencez à les regarder comme ça, là, outre le fait qu'il y a des reflets, des machins et tout, ça marche beaucoup moins bien. D'accord? Donc, etc., etc. Donc, en fait, il y a des conditions dans lesquelles, en fait, on va considérer que c'est pas si grave que ça. Enfin, en tout cas, que la taille de la tâche image n'est pas si grande que ça. Et si elle passe en dessous d'une certaine taille, de toute façon, l'image fait la différence. Donc, voilà. Donc, ce sera ce qu'on va appeler du stigmatisme approché. Mais dans le principe, ça va littéralement. On est au clair là-dessus? C'est bon? Voilà. Ok. Petit 3. Alors, ce paragraphe-là a l'air un peu lourd comme ça, mais c'est probablement le paragraphe le plus important en fait, d'accord? Parce qu'on là, on définit tous les concepts, objet, image, je appelle les deux paragraphes qui viennent le paragraphe qui vient de se faire. Celui-là, par ailleurs, est important, en fait. Point. À l'infini. Ne soyons pas flemmards de si bon matin. Point à l'infini. Voilà. D'accord? Alors. Vous vous souvenez, en fait, on avait parlé de point à l'infini, d'accord? Et en fait, c'est assez intéressant parce que si vous vous souvenez de comment j'ai défini un point objet, je vous ai dit que c'était l'intersection de porteuses incidentes, d'accord? Si vous prenez ce point objet et que vous l'emmenez à l'infini, vous voyez qu'en fait, vous allez emmener l'intersection des porteuses incidentes avec vous, jusqu'à ce qu'en fait, ces porteuses incidentes deviennent parallèles. C'est un raisonnement qu'on a déjà fait ensemble, d'accord, a priori. Mais par contre, il y a un problème, c'est qu'en termes de position, on ne sait pas trop où il est, vu qu'il est à l'infini.
D'accord? On perd un peu ce truc-là. Donc là, c'est juste histoire de vous parler un peu de ce truc-là, de recoller une couche sur le sujet. Voilà. Donc, on note en général un point à l'infini par, alors c'est une notation personnelle, hein, mais voilà, je le note à infini, d'accord? Donc à infini pour un objet et à prime infini pour une image. Sachant que par ailleurs, si vous avez un point intermédiaire, est-ce qu'on le note à prime, est-ce qu'on note machin, on ne sait pas trop, d'accord? Mais voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est un rappel. Un point à l'infini, en fait. Alors, on peut vraiment tirer la définition en disant que c'est l'intersection de porteuses incidentes, sauf que cette intersection se fait à l'infini, d'accord? Autrement dit, je vais faire un petit dessin, d'accord? Pour l'instant, voilà. D'accord? En fait, vous pouvez littéralement dessiner un truc comme ça, avec des rayons incidents qui sont parallèles, et dire que ça, c'est un point à l'infini, d'accord? Alors maintenant, je vais vous poser une question un peu spécieuse, d'accord? Où est l'intersection des porteuses? Ouais. Certes. Ça, je suis d'accord. Donc ma question a un sens un tout petit peu plus, non pas subtil, mais ça veut dire que choisis. Lequel? Elle se coupe là-bas ou elle se coupe là-bas? Ouais. Pourquoi? Vous êtes d'accord que si jamais en fait j'avais eu un point comme ça, d'accord, et que j'avais pris ce point-là et que je l'avais emmené là-bas, le résultat final est exactement le même. D'accord? Ouais. Moi, j'ai envie de dire que ça dépend de S. En fait, il s'avère que ça dépend de rien, et il s'avère que ça, c'est une propriété extrêmement forte en optique, en fait. Un point à l'infini là-bas et un point à l'infini là-bas, ça revient littéralement au même. Donc, autrement dit, un point à l'infini, vous pouvez jamais dire s'il est réel ou virtuel. Il est juste à l'infini, et vous basculez, en fait, finalement, et vous pouvez, en fait, basculer extrêmement facilement. Si vous faites ça, vous faites popper un point hyper loin là-bas, mais si vous faites ça comme ça, vous faites popper un point hyper loin là-bas. D'accord? Donc en gros, ça c'est un truc assez intéressant. C'est aussi pour ça que je note ça à l'infini et pas à moins l'infini ou à plus l'infini. Parce qu'en fait, moins l'infini et plus l'infini, c'est littéralement la même chose d'un point de vue optique. C'est des droites parallèles. Est-ce qu'elles se coupent, avec tous les guillemets qui s'imposent, en moins l'infini ou en plus l'infini? Et une discussion qui est exactement la même que le nombre de Pékin qu'on peut mettre sur la tête d'une aiguille ou un truc comme ça. D'accord? Ça n'a aucune forme d'intérêt. D'accord? C'est juste pour vous montrer ce truc-là en particulier. Donc on va parler de l'infini de manière très générique, parce qu'effectivement, on n'a aucun moyen de façon optique de faire la différence entre l'infini là-bas et l'infini là-bas. D'accord? Voilà. En termes d'intersection, bien entendu, les rayons viennent de là. L'énergie vient de là. Ça, c'est pas du tout un problème. D'accord? C'est pas du tout la question. Voilà. Mais si j'ai un autre objet à l'infini, un truc distinct, imaginez vous regardez deux étoiles par exemple, elles sont toutes les deux à l'infini, on en a déjà discuté, d'accord, en tout cas suffisamment loin pour être considéré comme étant à l'infini. Comment je fais la différence entre les deux? C'est le même point? Je veux dire, toutes les étoiles sont exactement au même endroit pour vous quand vous regardez? La réponse à ça est non. Vous ne vous posez pas la question, vous êtes sûr que non, d'accord? Donc, optiquement, comment j'ai modélisé ça? Ouais. C'est pas les mêmes faisceaux parallèles, effectivement, ils vont pas avoir la même quoi? Ils vont pas effectivement avoir la même direction. D'accord? Donc là, je vais refaire un autre dessin éventuellement. D'accord? Voilà. Si vous faites ça, ok, vous avez par exemple un autre point, je vais l'appeler B infini. D'accord? Voilà, dans cette histoire-là. Et donc en fait, on distingue divers points à l'infini par l'angle que constitue la direction de leur faisceau parallèle. Ok? Donc, on distingue plusieurs points à l'infini par l'angle que forme leur faisceau. Et donc, de manière générale, on va caractériser un point à l'infini
non pas par sa distance, mais par l'angle qu'il va faire par rapport à une direction donnée. Direction donnée qui ensuite sera imposée. Voilà. Donc, on caractérise un faisceau, pardon, pas un faisceau, un point, j'y arrive, à l'infini par l'angle qu'il fait avec une direction donnée. D'accord ? Contrairement à un point à distance finie, où vous allez pouvoir dire, voilà, il est à telle distance de l'objet, voilà, on va parler de distance un tout petit peu tout à l'heure. Oui. Dès que l'angle est faible. Ça vient. Spoil pas la suite, s'il te plaît. Il y a des gens qui n'ont pas encore vu la suite de la série, quoi. Voilà. Stigmatisme, rigoureusement, pro, plouch, check, ping-pong. Voilà. Ok, super. Petit 4. J'ai plein de petits paragraphes aujourd'hui. Aplanétisme. Aplanétisme, d'accord. C'est juste histoire de mettre la définition. On va évacuer ça très très vite à terme. Et voilà. Donc on est parti, soit 3 points objets. Non, pardon. Chaque fois je me gourre, parce qu'il m'en faut 4. Qu'est-ce que je fais ? Soit, voilà, je vais faire soit un objet plan. D'accord, je prends un objet plan. D'accord, ok, quelque part. D'accord. Soit un objet plan et un système optique. S stigmatique pour tout point de cet objet et ses images. Et leurs images, plus exactement. Et non, pour tout point de cet objet et son image. Je vais y arriver. La grammaire française, parfois, est un peu pénible. Voilà. Donc, pour tout point de cet objet et son image. D'accord ? Son image de l'objet. D'accord. Donc, en gros, ça signifie qu'à n'importe quel point A de l'objet, vous pouvez associer une image A' par S. D'accord ? Donc, si on formalise ça de façon très très mateuse, quel que soit appartenant à l'objet, il existe A' tel que A. Après, on est d'accord. Ça vous va ? Voilà. Donc, j'ai probablement pas besoin de le dire, mais vous êtes d'accord que l'ensemble des points A' va constituer l'image de l'objet. D'accord ? Voilà. Voilà. Ça, c'est pas très compliqué. Alors, la définition est relativement simple. On dit que S est aplanétique si l'image de l'objet est elle-même plane. D'accord ? Si grosso modo ça ne déforme pas au passage le bordel. On dit que S est aplanétique si l'image obtenue est elle-même plane. Tout ça pour vous raconter que grosso modo un système aplanétique c'est un système qui transforme un objet plan en une image plane. C'est pas un truc tout chelou. Il n'y a pas de raison au départ, il peut mettre des points partout, puis après vous essayez de relier un peu les bouts. D'accord ? Voilà. C'est tout. Voilà un système aplanétique. On s'en servira extrêmement peu, tout simplement parce que c'est une propriété qui va avec le stigmatisme en général, donc on mettra tout dedans et puis terminé. Voilà. Ouais. Une image plane, ça veut dire quoi ? L'image dans tous les points sont dans le même plan. Ok, ouais. Voilà. Voilà un objet plan. Voilà son image si c'est pas aplanétique, quoi. C'est juste pas plan. C'est vraiment très basique. Oui. Je crois bien compris la différence entre aplanétisme et astigmatisme. Ah, pour que ce soit aplanétique, il faut que ce soit stigmatique parce que déjà sinon c'est que les images n'existent pas. C'est-à-dire si c'est astigmatique, ça peut même pas être aplanétique. De toute façon les images n'existent même pas, donc ça même pas la planéticité. Il y aura un truc dégueu, t'auras un truc dégueu.
Donc après, un truc dégueu, c'est pas plan, c'est juste dégueu. Après, tu vas avoir un truc propre, mais qui va être déformé. D'accord? Mais qui sera pas plan alors que l'image de départ est plane. Voilà. Donc c'est une propriété supplémentaire. D'accord? Ça se rajoute. Je t'écoute. Alors, a priori, si tu as une image plane d'un truc qui n'est pas plan au départ, ça signifie que si tu prends un truc plan au départ, là, ça sera pas plan à l'arrivée, donc ce sera probablement pas planétique. Voilà. Oui. Tel que. Il n'utilise pas TQ, monsieur Lévy? Il met en riche. D'accord, ok. Pire que moi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on prend notre vitre, là, on dit que c'était le système, mais que la vitre, à un moment, elle déconne, du coup, ça crée un autre système en dessous et on... Bah, en général, si tu as des. Alors, on va essayer de préciser ce que ça veut dire déconne, d'accord, a priori. Si tu as des variations de densité à l'intérieur de ta vitre, voilà. On va parler de ça. En général, elle n'est pas stigmatique. Enfin, déjà, tu vas avoir des mais problèmes. elle pourrait l'être à un endroit et plus bas. Tout à fait, elle pourrait être à un endroit et pas à un autre endroit. Bah, Différencier les deux systèmes. tout à fait, ouais. Tout à fait. Tu vas découper le point, mais tu le sais, c'est quelque chose que tu fais de façon très instinctive en fait. Déjà, tu peux dans une vitre, tu vas différencier les situations par exemple. C'est-à-dire que tu sais que là, quand tu vas dans une vitre, ça a une bonne gueule de stigmatisme cette histoire, d'accord? C'est grosso modo des objets à l'infini, ça associe des objets à l'infini. L'infini, c'est plan, c'est sympa au moins. C'est que si vous envoyez les objets à l'infini, tout est plan, c'est cool, c'est magique, voilà. Mais que si tu recommences à regarder ta vitre vraiment en incidence rasante, tu vas voir que tout de suite, ça va quand même vachement bien se passer. C'est encore plus visible sur un aquarium ou un truc comme ça, et puis les coins, etc. etc. C'est vrai, pour celles et ceux qui étaient en colle avec moi lundi, qu'on fait le problème sur le mirage, d'accord? Si vous avez déjà vu des mirages, d'accord, vous avez des fluctuations de l'air, et vous voyez que là, l'air, qui est pourtant un milieu transparent, devient en fait non stigmatique. C'est pour ça que vous avez l'impression d'avoir des espèces de petites ondulations, parce que les fluctuations de densité vont faire des fluctuations d'indice, et que d'un coup, votre réalité, qui est a priori... fait pas des zouzous, bah vous allez voir à travers le truc et elle fait très nettement des zouzous la réalité, d'accord? Donc soit vous avez mis trop de choc à pic dans votre vodka, ça c'est voilà, soit grosso modo il y a un truc optique qui se passe. On est d'accord? Donc c'est dès qu'il y a de toute façon dès que tu as des fluctuations non contrôlées de densité ou d'indice, pour faire très clairement, dès que tu as des fluctuations non contrôlées d'indice, en général tu as un truc dégueu. Ça c'est pas compliqué. Hein. De toute façon si vous prenez, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Si vous prenez par exemple un matériau transparent, qu'est-ce qu'on peut avoir comme matériau transparent facilement accessible? Prenez de l'araldite par exemple, de la colle araldite, d'accord? Ça fait un matériau, alors il ne faut pas mettre trop de couches, il faut la choisir un peu avec soin. On va prendre la rapide parce qu'elle est jaune. Mais si vous prenez de l'araldite à prise lente, vous pouvez obtenir un matériau relativement transparent. Mais si vous faites ça au pif, vous allez obtenir un truc dégueulasse en fait. Enfin, si vous dites tiens, je vais rentrer chez moi, je vais me faire un joli moule en forme de lentille, je vais faire une lentille, vous allez voir que vous allez être vite déçu. Hein. D'accord, vous pouvez faire ça avec de la glace par exemple. D'accord? En fait, vous savez très bien, vous savez, il y a toute une physique en fait extrêmement récente de faire des glaçons parfaitement transparents. C'est extrêmement dur à faire, d'accord? Parce qu'en fait, il faut que la prise se fasse de façon unidirectionnelle, parce que sinon l'air remonte en fait, et c'est ça qui fait les parties blanches dans la glace. C'est très compliqué, voilà. Et vous savez très bien que des glaçons, c'est transparent certes, mais si tu essaies de voir à travers... ça va pas être super foufou parce qu'en fonction de l'air emprisonné dedans, le machin, etc., voilà quoi, d'accord. Donc non, faire quelque chose, en fait, faire un système stigmatique, c'est hyper difficile. Alors, bien sûr, pour vous, c'est trivial parce que vous venez d'une société tellement technologique que les systèmes stigmatiques, on en crée à l'appel dans des usines avec des enfants dedans, mais en vrai, c'est quand même quelque chose de compliqué à faire. D'accord. On est d'accord? Voilà. Je suis reparti. Petit 4. Petit 5, pardon. Petit 5, capteur. Résolution. Alors, pareil, je vais donner une espèce de définition un peu générique comme ça, mais histoire d'avoir des termes généraux. Donc, on appelle capteur optique. Alors, une surface, je vais préciser, parce qu'en général, c'est surfacique un capteur. Une surface capable d'absorber la lumière et de la transformer. Alors je vais être très générique en information,
Mais pour vous qui êtes des enfants du 21e siècle, ça va être quasiment équivalent à en impulsion électrique. D'accord? À peu près égal à en signal électrique. Alors il s'avère que, alors il y en a peut-être parmi vous des passionnés, mais est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent des films argentiques? D'accord, vous savez même pas ce que c'est. D'accord, d'accord. Voilà. Donc les appareils photo avant qu'il y ait des appareils photo numériques. D'accord. Voilà. C'est grosso modo comme on faisait de la photo avec de la chimie. D'accord. D'où le fait que c'est en information cette fois-là, puisque grosso modo en fait vous n'avez pas du tout faire une impulsion électrique et récupérer ça et traiter ça de façon informatique, mais vous allez en fait tout simplement provoquer une réaction chimique avec l'exposition à la lumière. D'accord. Donc je garde le terme information parce que je suis vieux. D'accord. Mais factuellement pour vous, vu le monde dans lequel vous vivez, majoritairement en fait un capteur pour vous c'est un convertisseur lumière électricité. D'accord. Donc dans votre vie quotidienne des capteurs vous en avez, alors vous en avez beaucoup, mais des capteurs optiques il n'y en avait pas des masses parce que finalement on n'a pas des millions de technologies sur le sujet. On va prendre deux exemples. Il y en a un que vous connaissez très très bien depuis que vous êtes tout petit parce que vous vivez avec, il est incrusté dans vous. Il y a la rétine. Quand même. Voilà. Oui. Ce qui est au fond de votre œil, c'est un capteur, au sens littéral du terme. C'est de la lumière qui arrive dessus, et cette lumière est absorbée, d'accord. Vous ne remettez pas de la lumière qui sort dans le... Enfin si, ça existe, mais pas dans des conditions normales, d'accord. S'il y a des gens parmi vous qui ont eu la joie et le bonheur de faire un fond d'œil un jour, hein, c'est ce qu'on fait, on éclaire le fond de votre œil brutalement et on regarde la lumière qui ressort par réflexion. Voilà. Voilà. On voit rien en fait. Oui, parce qu'on te fait boire un truc absolument épouvantable. Voilà. Non mais c'est drôle, c'est un grand trauma dans mon existence la première fois que j'ai fait ça, parce que j'avais amené un bouquin, puis au fur et à mesure, et donc j'ai été réduit à lire Gala. Parce que c'était le seul objet écrit que j'avais sous les yeux où les trucs étaient écrits assez gros pour que je puisse distinguer quelque chose à 1,50 m. C'était horrible. Faut pas lire Gala, c'est dur. Hein. Enfin, c'est quelque chose dont on se remet très très peu quand même. Enfin, voilà. J'ai eu des traumas dans la vie, mais je crois que celui-là c'est le plus gros. Enfin, donc voilà, donc votre rétine fait ça, on est d'accord? Voilà. Et vous avez ensuite, si, comme la majorité d'entre vous, je suppose, a un téléphone portable, et qu'en général, vous n'achetez pas les téléphones portables parce que c'est des téléphones, mais surtout parce que ce sont des appareils photo, majoritairement. Voilà. C'est l'axe de vente des iPhones. Hein. Sinon, tu achètes un Nokia et tout le monde est content, hein. Ça te coûte le centième du prix, littéralement, quasiment. Voilà. Voilà, d'accord. J'ai pas la télé donc je sais pas, mais je pense qu'il n'y a aucune pub de téléphone qui dit regardez ce téléphone, vous pouvez téléphoner, faire des numéros, envoyer des SMS, c'est incroyable. Enfin, personne ne fait ça, c'est une base, ça, voilà. D'accord. Donc voilà. Donc en gros, vous achetez un appareil photo avec lequel vous pouvez téléphoner et aller sur internet. Ce qui d'ailleurs coûte le plus cher, l'appareil photo. Et donc les capteurs CCD, d'accord, ce qui sont les trucs qu'il y a derrière vos objectifs, d'accord. Voilà. Tranquillement. Alors en fait, ces deux objets-là fonctionnent exactement de la même façon. D'accord. En fait, il s'avère que c'est une surface plane. Alors effectivement, pour les capteurs CCD, c'est une surface plane au sens... Alors, plan, enfin, c'est une surface, pardon. Pour les capteurs CCD, c'est une surface plane. D'accord. Pour votre rétine, c'est une surface sphérique. D'accord. Avec compensation de cette histoire. Les deux doivent être compensés. Mais dans le principe, c'est littéralement la même chose, en fait. Tout capteur, et ça c'est extrêmement important, je crois que c'est là où j'en suis, dans cette histoire-là, voilà. Donc tout capteur est essentiellement composé d'une juxtaposition continue, on espère en tout cas, de capteurs élémentaires. Et ces capteurs élémentaires, ils portent des noms, ça va dépendre du contexte, d'accord. Mais en général, on peut les assimiler à leur unité de mesure, d'accord. Et ces capteurs sont appelés cellules. Donc ça, c'est ce qui se passe dans votre œil, mais on utilise ça aussi parfois pour les capteurs CCD, ou pixels. Donc quand on vous vend un appareil photo, on vous dit qu'il y a tant de mégapixels, ce qui vous donne en fait le nombre de capteurs élémentaires qui va sur ce truc-là. Voilà.
Donc en gros, si on fait un espèce de dessin, un capteur dans le principe, c'est ça. C'est une espèce de grille comme ça, d'accord? Alors bien sûr mon dessin est dégueulasse, mais c'est pas la question. D'accord? C'est une espèce de grille avec plein de capteurs élémentaires. Continue parce que sinon vous avez des trous dans votre image, d'accord? Et ici, vous avez un pixel ou une cellule. Petite remarque, quand je dis que c'est continu, il s'avère que, par exemple, dans votre œil, vous avez un trou, vous le savez probablement. D'accord? Il y a là une aire optique, il n'y a pas de capteur, là. Et donc, c'est branché. Et donc, vous pouvez le voir. Vous pouvez littéralement le voir, hein, ça, hein, d'accord? Pour regarder une lumière vive, vous fermez les yeux et vous voyez, vous déplacez votre œil, vous allez voir une zone sombre qui se balade. C'est là où il n'y a pas d'image qui se forme, quoi. Voilà. Donc, en général, bien entendu, votre cerveau, dont le seul entraînement de fond est d'ignorer tous les problèmes, comme le problème, pas de souci, voilà, tout ceci n'existe pas, d'accord? Mais c'est comme ça que ça marche. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors, ce qui est extrêmement important dans cette histoire, c'est que c'est ce qui se passe si vous observez. Donc l'idée est la chose suivante, un capteur, bien entendu, qui détruit la lumière par définition, d'accord, est souvent positionné tout à la fin de votre système optique. D'accord, c'est la dernière étape finalement de votre système, de votre enchaînement de système optique. D'accord. Donc, si on considère deux points images se formant, pour une fois c'est pas moi, se formant sur le capteur. D'accord? Donc, en gros, hein, ce que ça signifie, si je fais une espèce de vue de profil pour l'instant, ça signifie que j'ai un système S qui se balade ici, on ne sait pas trop ce qui se passe, et vous avez, grosso modo, en fait, des rayons qui convergent ici, et puis, je sais pas, moi, des rayons qui convergent ici, comme ça, voilà. Donc, A' et B'. Petite remarque, si vous voulez que ça marche, il faut impérativement que ces deux points soient de quelle nature? Réel ou virtuel? Réel, d'accord? S'ils ne sont pas réels, vous ne pouvez pas convertir la lumière en électricité parce que vous n'avez pas de lumière. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc. Hein. Petite remarque. Et ça, c'est une remarque importante. A' et B' doivent être réels. Ça va être des images réelles à la fin, sinon vous ne captez strictement rien. D'accord? Alors là, on va essayer de comprendre les choses. Si A' et B' tombent sur deux pixels différents, donc ça va être cette situation-là, hein, je fais un petit capteur, je vais faire moins de cases, hein, parce que ça me saoule un peu, voilà, donc vous allez vite comprendre le problème. Donc si j'ai par exemple mon image A' ici et mon image B' ici, d'accord? Alors en fait, l'appareil, votre capteur, va en fait pouvoir considérer que ce sont deux informations différentes, puisque les deux capteurs élémentaires qui sont sollicités ne sont pas les mêmes, d'accord? Ces deux pixels différents, alors le capteur les traite séparément. Et en fait, le mot séparément n'est pas pris au hasard. En fait, le terme technique, c'est on dit que A' et B' sont séparés par l'objet. Autrement dit, il les distingue, il les voit de façon différente. On dit que A' et B' sont séparés par le capteur. D'accord ? Au contraire, si A' et B' tombent sur le même capteur élémentaire, sur le même pixel, eh bien en fait, pour votre appareil, ça ne va pas être deux points différents, mais ça va être un seul point, dont la luminosité va être la somme des deux. D'accord ? Voilà ce qui va se passer. Si au contraire, A' et B'
se forme sur le même pixel. Donc là, c'est la situation ici. Alors, petite remarque, physiquement, ils peuvent pas se former au même point, d'accord? Mais factuellement, c'est comme s'ils appuyaient sur le même bouton. Je t'écoute. S'ils se forment sur le même pixel, ça veut dire qu'ils ont le même point de concurrence? Non, parce qu'un pixel, il a une taille. Et est-ce qu'ils peuvent être sur le même point de concurrence et être sur des pixels différents? Bah non, pour le coup, parce que le même point de concurrence, d'accord, il n'y a pas de point, c'est le même point, ils sont au même endroit. C'est vraiment une vision de ce qui se passe en vrai. Faut imaginer, moi c'est simple parce que j'ai un carrelage sous les yeux, toi tu l'as pas, mais tu peux imaginer, d'accord? Enfin, c'est vraiment, est-ce que j'appuie sur deux carreaux différents ou est-ce qu'on appuie tous les deux sur le même, deux doigts sur le même carreau? C'est vraiment un truc très très con, d'accord? C'est vraiment, faut vraiment imaginer ça comme des systèmes avec des ressorts, quoi, d'accord? Parce que c'est comme ça que ça se passe par ailleurs, c'est vraiment de la pulsion. Donc en gros, c'est est-ce que tu appuies sur, t'imagines, tu as des petites briques avec des ressorts, est-ce que tu appuies sur deux briques différentes ou est-ce que tu appuies avec les deux mains sur la même brique? Voilà, c'est exactement la même chose. Oui. Les traites séparément. Pardon. Alors le capteur les traite séparément, on dit que après les rimes sont séparés par le capteur. D'accord? Alors, eh bien en fait, ils ne sont plus séparés. Ce qui se passe, c'est que le capteur les voit comme un seul point dont l'intensité va être la somme des deux. Le capteur les voit comme un point d'intensité que je vais noter IA' plus IB'. Donc c'est exactement la même chose, l'analogie où on appuie avec les mains sur quelque chose, c'est exactement ça. Hein. Si vous appuyez sur un truc avec une main et sur un autre truc avec une main, les deux vont descendre, mais pas beaucoup. Par contre, si vous appuyez avec vos deux mains sur un seul truc, bah, il va descendre plus. Et ça va se cumuler de façon extrêmement brutale. D'accord là-dessus? Donc, en fait, l'idée est relativement simple. Si vous avez un système qui déconne pas trop, qui est relativement stigmatique, par ailleurs, qui a des propriétés sympas, en fait, le fait que A' et B' soient proches ou éloignés vient en fait essentiellement du fait que A et B, leurs images d'origine, soient elles-mêmes proches ou éloignées. Je t'écoute. Le X, ça marchait comme une espèce de système de ressort. Ouais. Et du coup, pour définir la couleur ensuite du pixel, ça va... Alors en fait, il n'y a pas deux couleurs du pixel. Oui, il y en a Il y a trois pixels, presque au même endroit. Alors là, il faut vraiment se battre pour les séparer. Mais il y a trois pixels, presque au même endroit. Un pour le vert, un pour le rouge, un pour le bleu. Voilà. Et il sera plus ou moins appuyé selon... Il sera plus ou moins appuyé en fonction de la longueur d'onde, effectivement. En fait, ça c'est un truc hyper intéressant dans la lumière, surtout hyper sympa d'un point de vue formalisme, c'est que la lumière blanche, c'est vraiment une superposition. Les couleurs ne se voient pas entre elles. D'accord? Donc en gros, quand tu balances des lumières blanches sur un pixel, ou sur les trois pixels de couleur, on va dire, d'accord? En gros, le pixel vert, il va choper le vert, le pixel rouge, il va choper le rouge, le pixel bleu, il va choper le bleu. Ils vont pas se voir entre eux. Toutes les autres couleurs vont désinguer, de toute façon. D'accord? Ça sert à rien, vont être absorbés, ils vont pas être traités. Mais vraiment, littéralement, vos yeux ignorent les trois quarts, j'exagère, mais une bonne partie du spectre. C'est vraiment voilà, tout ce qui tombe pas pile poil dans les zones d'activation de vos capteurs, de vos cônes. C'est comme ça que. Non, c'est les cônes ceux-là. Oui, c'est les cônes ceux-là, ou les bâtonnets, c'est les cônes, voilà. De vos cônes. S'en fout. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez l'illusion de la couleur, parce que votre monde recrée les choses, mais avec une vision quand même assez partielle. Ouais. IA' plus IB', c'est juste la somme des deux intensités. Je suis allé un peu vite dans cette histoire. D'accord? Donc, l'idée est la chose suivante. Alors, en général, j'ai un peu triché sur le vocabulaire parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est pas vraiment les images en tant que telles. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les objets. D'accord? Donc, en fait, l'idée est relativement simple. Si un capteur est capable de séparer A' et B', on va dire également qu'il sépare A et B, qui sont les objets correspondants aux images A' et B'. D'accord? Donc, si un capteur sépare A' et B', alors on dit également qu'il sépare A et B, objets conjugués
de A' et B'. Voilà, par un système quelconque. Et là, il y a un peu de vocabulaire dans cette histoire. Si A et B sont à distance finie, d'accord, ce ne sont pas des points à l'infini, on va parler de pouvoir séparateur tout court en disant que le pouvoir séparateur d'un capteur, d'un système et d'un capteur à l'arrivée, ça va être la distance minimale qu'il faut entre deux objets pour qu'ils soient séparés par le système. D'accord, voilà. Donc on est parti. Si A et B sont à distance finie, alors c'est la même distance qu'avec le diamètre angulaire. Vous vous souvenez, c'est une distance perpendiculaire au plan de visée de l'objet. Vous vous souvenez, c'est l'histoire de... C'est projeté dans le plan perpendiculaire. Ah ça, si on veut vraiment pouillemesque. D'accord. Si A et B sont à distance finie, la distance minimale qui doit séparer A de B pour qu'il soit séparé par le système s'appelle, voilà, c'est pas très compliqué, pouvoir séparateur. Voilà. C'est pas très compliqué. Alors le pouvoir séparateur, en fait, c'est un truc qui vous intéresse pas trop parce que la quasi-totalité des instruments d'optique, en fait, sauf le microscope, effectivement, là pour le coup, la quasi-totalité des systèmes optiques, en fait, observent des objets qui sont à l'infini. Donc ce qui va nous intéresser, c'est pas une histoire de distance, mais ça va être une histoire de quoi? C'est pas pour ça. Pardon. Vous dites qu'ils sont séparés par le système. C'est le capteur qui va les séparer. Alors en fait, Techniquement, le système avec le capteur au bout, quoi, grosso modo. Ok, d'accord. Quand je dis le système, c'est l'ensemble. Ils sont Voilà. distincts au niveau du système. Alors si tu veux, je dirais, si tu veux par le système, plus le capteur, si tu préfères. C'est le système optique plus le capteur final. D'accord. Par le système, moi, je comprends ta remarque. D'accord. Il n'y a pas de pouvoir séparateur tant qu'il n'y a pas de capteur, on est d'accord. Voilà. Donc ça dépend grosso modo si je mets le capteur dans le système ou pas. C'est une histoire de définition. Ce qui vous intéresse, c'est l'angle. Effectivement, c'est la réponse à la question d'avant. Voilà. Donc effectivement, si vos points sont à l'infini, en fait, ce qui va vous intéresser, c'est l'angle entre eux, l'angle minimal entre deux objets, qui vous permet de le séparer. Je t'écoute. Pour faire des appareils, alors meilleur, c'est toujours un mot un peu bizarre, mais plus effectivement tu veux que ton appareil photo ait des photos nettes, d'accord, et des photos avec du détail, autrement dit, des photos que tu puisses agrandir derrière sans que ça devienne dégueulasse, plus effectivement on diminue la taille des pixels. Parce qu'en général, surtout quand on utilise des appareils photo dans un téléphone portable, qui quand même font cette taille-là, globalement, d'accord. Le téléphone portable, tout le reste, c'est le merdier, mais votre appareil photo, lui, comme il n'y a pas d'optique, vous n'avez pas le choix, il doit faire la taille de votre objectif point barre. D'accord. Et bien grosso modo, vous êtes effectivement obligé de réduire la taille des pixels. C'est pas très compliqué. De toute façon, il faut être extrêmement clair. Ce que vous payez dans un téléphone portable, c'est la miniaturisation. Vous payez rien d'autre. Vous payez ni le système qui est gratuit, d'accord. Voilà, je fais de l'annexe, vous payez rien du tout. Vous payez la miniaturisation des trucs, d'accord. C'est la raison pour laquelle, si vous vous baladez comme moi avec un portable incassable de 350 grammes, vous ne payez pas cher. Parce qu'il n'y a pas de miniaturisation, et voilà. Enfin, si, il y a la miniaturisation d'il y a 15 ans. Vous en foutez. Voilà. Par contre, si vous avez un iPhone, je sais pas, 43, je sais pas où on est là, voilà. Il change tout le temps, voilà. C'est 12, 13, 14, 15, je sais pas, 15, voilà. C'est un iPhone 16, voilà. Et vous allez donc mettre, c'est quoi, donc ça vaut 2 SMIC, c'est ça maintenant? Ça doit valoir 2 SMIC, d'accord, tranquillement, voilà. Bon. Voilà. Comme vous voulez, hein, moi je veux pas, voilà, d'accord. Et ben là, par contre, vous avez une miniaturisation. Par contre, effectivement, c'est une prouesse technologique d'un point de vue miniaturisation. Je ne dis pas que ça les vaut pas. Juste la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à les payer? Ça, c'est pas pareil. D'accord. Voilà. Bon, on parlera téléphonie mobile plus tard. D'accord. Voilà. Mais encore une fois, mon Nokia de quand j'avais votre âge, il marche encore. Voilà. On est parti.
pour des objets à l'infini, oh, s'il vous plaît, là, on est reparti. Pour les objets à l'infini, alors je vais vous faire un dessin quand même pour qu'on comprenne un peu les choses. Donc, vous avez votre capteur là, votre système S ici, et vous avez deux objets à l'infini, d'accord? Donc, si vous avez deux objets à l'infini, ça signifie donc que vous avez un point que je vais appeler A infini ici, d'accord? Et vous avez, je vais changer de couleur histoire que ce soit clair, un autre point ici que je vais appeler B infini. Encore une fois, ces deux objets à l'infini sont modélisés et représentés par des faisceaux parallèles qui sont incidents à S. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que par le truchement de l'optique, vous allez avoir un point A' ici, et puis vous allez avoir un point B', on ne sait pas trop où, ici. D'accord? Donc en gros, vous avez bien une distance ici entre A' et B', qui est soumise aux mêmes contraintes que est-ce que c'est sur le même capteur élémentaire, est-ce que c'est sur le même pixel ou pas sur le même pixel. Par contre ici, vous n'allez pas définir une distance entre A et B, vous allez définir quoi en fait? L'angle, effectivement, je vais l'appeler alpha AB, d'accord? Entre les deux directions A et B. D'accord? C'est juste un changement de description. Si on a deux objets à l'infini, alors... Je continue ma phrase en vert. Alors, l'angle minimal qui doit être entre A infini et B infini pour qu'il soit séparé par le système plus le capteur s'appelle, alors c'est hyper compliqué, pouvoir séparateur angulaire. Et en fait, il s'avère que le angulaire est optionnel parce qu'en fait, les champs d'utilisation des objets sont en général toujours les mêmes. Donc dans le contexte, vous devez savoir si c'est un pouvoir séparateur angulaire ou un pouvoir séparateur à distance finie. Et donc, bon, je ne savais pas si j'allais avoir le temps d'arriver ici aujourd'hui. Et donc maintenant, c'est un truc de cours et on va pouvoir le formaliser de façon meilleure. Je t'écoute. Cet angle minimal, du coup, si on considère les objets infinis, ne dépend pas du système. Ah si, il dépend essentiellement du capteur, il dépend essentiellement de plein de choses. Hein, voilà. Quelque chose qui, je veux dire ça comme ça, mais qui zoome beaucoup, après les angles du coup... Bah, c'est le cas typique de ce qui se passe avec une lunette astronomique, par exemple. Enfin, voilà, tu regardes une étoile, elle te semble être tout à fait une étoile, et puis tu la regardes avec une lunette astronomique, tu te rends compte que c'est une étoile double. Voilà. C'est un truc typique, hein, voilà. Bah, si vous connaissez vos Chevaliers du Zodiaque, version animée, d'accord, puisqu'elle n'est pas dans la version manga, d'accord. Donc si vous connaissez votre Senseiya par cœur, enfin votre Senseiya animé par cœur, saison 2, Arc Asgard, d'accord. Vous savez que grosso modo, leurs 7 ennemis sont les 7 étoiles de la Grande Ourse, d'accord. Mais vous savez qu'il y a un piège. Vous savez que cette étoile-là, je sais plus, il y en a 2, 3, 4, enfin voilà. Celle-là, il y a un piège. Parce que le chevalier, il est un peu weak, mais en fait, il y en a un deuxième. D'accord ? Ça, c'est Mizar, d'accord ? Et à côté, vous avez une étoile qui s'appelle Alcor. D'accord ? Donc, elle est là. Donc, ces deux étoiles sont séparables à l'œil nu. Il n'y a aucun problème. D'accord ? Il s'avère qu'il y a un truc vachement rigolo, c'est que si vous sortez une lunette astronomique et que vous regardez Mizar, vous allez vous rendre compte qu'elle-même, c'est une étoile double. C'est la première étoile double optique découverte dans l'histoire de l'humanité, de même que, instrumentale, d'accord ? De même que celle-là était la première étoile double purement visible à l'œil nu, purement visuelle, découverte dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui est vachement drôle, c'est que si vous regardez par spectroscopie, l'une des deux étoiles doubles de Mizar, je crois que c'est Mizar B, si je ne me trompe pas, c'est aussi une étoile double. Donc en fait, ça, c'est un système quadruple, d'accord ? Et c'est aussi par ailleurs la première étoile double découverte par spectroscopie dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Il y a de quoi faire un séquel tranquillement. Non, mais en fait, il y en avait un autre à la troisième colonne. Attendez, d'accord. Tu vas remourir une troisième fois, ne t'inquiète pas, voilà, c'est ça. Donc bon. Donc, oui. L'angle minimal,
Alors, ça dépend essentiellement des systèmes. C'est ce qu'on vient de discuter. D'accord. Par contre, il y en a un que vous devez connaître par cœur, mais je l'ai déjà donné tout à l'heure, mais je vais juste leur donner de façon plus formelle. Est-ce qu'on peut reformuler maintenant la première chose que je vous ai dite ce matin quand vous êtes arrivé? Pour que A soit visible à l'œil nu, il faut que l'angle qui le sépare soit supérieur ou égal à 1 mm. Tac, on peut même le compacter encore plus en disant la résolution angulaire de l'œil humain est de 1 minute d'arc. Voilà. Alors, résolution, petite remarque, ça veut dire pouvoir séparateur, c'est la même chose. La résolution ou pouvoir séparateur de l'œil humain angulaire. Donc j'ai perdu 5 minutes ce matin, mais c'est pas grave. Voilà. Donc en gros, si vous voyez deux objets à l'infini, vous savez que, enfin si vous les voyez de façon distincte, d'accord, comme deux points distincts, vous savez que leur angle est supérieur à 1 minute d'arc, d'accord. C'est-à-dire à un trentième de lune. Vous vous souvenez, on a dit que le diamètre angulaire de la lune c'était 30 minutes. Je t'écoute. Déjà l'angle précisément en radian, à peu près 1 minute d'arc en radian. Ah bah 1 minute, je sais pas. J'en sais rien. 1 minute c'est 1/60e de degré. Et après je te laisse faire les conversions vu que tu es encore sur le sujet, quoi. Donc c'est pi sur 60 fois 180. Donc voilà, ça fera un coup de calculatrice te raconte ça, quoi. Ça n'a pas été énorme. 10-3, 10-4, ça va faire un truc, non, quelque chose 10-4, quoi, à la louche, quoi. Voilà. Mais bon, je connais pas ça par cœur. Et je vais pas m'encombrer le cerveau avec des trucs pareils. Ça, c'est juste hors de question. Voilà. Ben c'est parfait. J'ai fini ce que je voulais faire ce matin. C'est génial. Voilà. C'est cool. Écoutez, vous allez pouvoir partir en pause un tout petit peu plus tôt. Voilà. Et donc, on arrête le cours pour là. J'ai quand même 2-3 trucs à vous raconter avant.